Aujourd'hui dans Hopla, je prends un peu de hauteur pour traverser les époques à la découverte du château de Waldeck. Les vestiges de cette forteresse située sur la commune de Eggelsart offrent une vue imprenable sur la vallée de l'Erbsental et sur l'étang de Hanau. Mais avant de remonter le temps, allons découvrir un autre lieu. Regardez. Chers parents, aujourd'hui j'étais de passage à Sarralbe et je me suis arrêtée au restaurant La Fleur de Sel. Cela fait 17 ans que Vincent Letzer a repris cet établissement. Originaire de Suisse, il souhaitait s'installer dans le Grand Est. Il a découvert ce restaurant en vente à Sarralbe et ça a été le coup de cœur. On est rentré, on a vu le potentiel, on a dit on va faire à notre sauce et puis on a refait le restaurant. Et donc voilà ce que ça a donné. Voilà, 17 ans après. Le chef cuisinier tient à proposer des plats simples mais gourmands avec un attachement aux produits locaux. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de donner du plaisir aux gens, dans l'assiette, évidemment. C'est formidable, des bonnes pâtes, des bons raviolis, tout est fait maison. Donc oui, c'est ça, c'est juste ça, la simplicité. Vincent Letzer est épaulé par sa femme Herminia qui gère la salle de 35 couverts. L'équipe est composée de 7 personnes au total. Bonjour Joël Beck. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors tu as un visage familier de notre télévision puisque tu es l'expert histoire de Mosaïque, si je puis dire, parce que tu as participé à plusieurs de nos émissions. Tout à fait. Je t'ai connu à la télé en plus avant de te rencontrer en chair et en os. Quelle belle occasion cette fois-ci. N'est-ce pas? Alors tu es président de la Chale, secteur Pays de Bitche. Donc c'est la Société historique et archéologique de la Lorraine. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Donc en fait j'ai une double casquette, puisque je suis président de la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine. D'accord. Et de la section du Pays de Bitche. Ok. Et je suis aussi membre de l'Académie nationale de Metz et délégué pour l'arrondissement de Sarreguemines de la Fondation du patrimoine. J'arrête là les titres. D'accord, ok. Donc, et d'où te vient cette passion pour l'histoire et le patrimoine? Je crois que c'est l'histoire familiale au départ, l'histoire de ma famille, de mes parents, au départ quelques notions de généalogie qui se sont développées vers essayer de connaître la vie quotidienne de mes ancêtres. Et puis au fur et à mesure, j'ai progressé dans les connaissances de l'histoire de la Lorraine et particulièrement du territoire du Pays de Bitche. Ok. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi et sur ton parcours, je te propose d'aller découvrir notre portrait du jour. Regardez. Alors, je viens de Meisenthal, donc dans le Pays de Bitche, pas très loin. Je suis né à Ingwiller en Alsace, donc on va dire j'ai un peu les deux casquettes. Très jeune, on a eu accès à un jeu vidéo par notre père, Age of Mythology. Et donc voilà, c'est un peu, je pense, la porte d'entrée vers l'histoire, là plutôt grecque, plutôt antique, mais de l'histoire en général, avec la mythologie. Mais après, le contexte familial, ma mère est institutrice, donc cela aussi nous a aidé un petit peu à avoir peut-être une culture un petit peu plus grande, un peu plus facilitée, je ne sais pas trop. Passion de l'histoire dès le plus jeune âge, ça c'est certain. Après, à ce métier-là, c'est parce que quand j'ai fait mes études d'histoire à Strasbourg, une licence d'histoire puis un master d'histoire à Mulhouse, je n'ai pas voulu faire, on va dire, professeur des écoles, et donc je me suis orienté vers le métier d'archiviste qui me permettait de rester au plus propre, on va dire au plus près des sources originales de l'histoire et le côté intime en fait avec les archives qui m'a vraiment plu et marqué lors de mes études. Alors quand j'étais petit, c'était plus la notion de la grandeur, des époques différentes, vivre de manière différente, surtout les bâtiments aussi, les pyramides, c'est quand même quelque chose qui serait vraiment fantastique. Après maintenant, en étant plus grand, c'est aussi le côté, dans le passé, c'était des gens comme nous, avec les mêmes réflexions, avec les mêmes préoccupations. Je vois très bien quand je consulte les anciennes délibérations du conseil municipal d'ici, voilà, c'est les mêmes interjections, franchement c'est les mêmes. Je suis sur Terre à un moment donné, je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier, et c'est se dire que voilà, on peut peut-être laisser une trace aussi dans l'histoire en étant archiviste, en aidant à la préservation du passé. D'un point de vue local, on retrouve de toute manière des pistes d'accès et de compréhension, des clés de compréhension pour la grande histoire. Pour le public, je mets en consultation les documents qu'il demande,
archives publiques comme archives privées que nous possédons quand même. Et pour mes collègues en mairie, là justement j'assure la réception des archives publiques qu'ils produisent pour en garantir la conservation pérenne. Donc un travail de mémoire, oui. Pourquoi? Parce qu'on a quand même pas mal d'archives ici. On en a quelques, je crois, 2, et quelques kilomètres d'archives linéaires. Prenez 1 kilomètre, c'est voilà, beaucoup de mémoire quand même. Et on remonte jusqu'à environ 1600. Et donc là aussi, moi ça me fait plus rien, mais j'aime toujours aussi montrer lors des journées de portes ouvertes, tenir un ouvrage il y a plus de 200 ans. Voilà, on ressent aussi quelque chose on a une certaine déférence devant cette pièce de l'histoire qui a peut-être 4 fois notre âge, mais qui raconte en quelque chose, qui a encore la trace de quelqu'un qui a pu prendre le temps d'écrire à l'intérieur. Moi, d'un point de vue personnel, je fais du coup de la veille sur tout ce qui est IA, tout ce qui est évolution du métier d'archiviste, puisque forcément il y aura des modifications, après à voir si elles seront fatales pour le métier, ce que je ne pense pas. J'essaie de me dire que chaque jour, je dois me trouver, on va dire, une raison de continuer à faire des efforts. J'essaie toujours d'être le meilleur de ce que je voudrais être, de ce que je veux, on va dire, montrer aux autres aussi, à mes proches, à n'importe qui. Je me dis qu'on est tous fraternels d'un certain point de vue, on est tous mortels aussi. Donc pourquoi faire le mal quand on peut faire le bien? Et toujours se donner au maximum de ses capacités pour, on va dire, ses objectifs personnels et les objectifs, on va dire, aussi humains. Intéressons-nous d'abord à l'emplacement de ce château. Il est situé sur les hauteurs de la vallée de l'Erbsental. Et depuis ici, on peut apercevoir l'étang de Hanau, qui est juste derrière nous en plus. Pourquoi cet endroit est-il si stratégique? Donc nous sommes aux confins de la Lorraine, encore aujourd'hui, mais déjà à l'époque médiévale, en limite de frontière avec l'Alsace et le Palatinat. D'autre part, il y a 2 routes importantes au sud et au nord, celle reliant Buxwiller à Pirmasens et le chemin ou route reliant Bitsch à Wissembourg. Donc un choix qui s'impose, d'autant que le château de Ramstein alsacien a été élevé il y a déjà quelque temps. La présence lorraine se fait ressentir aussi par la présence du château de Bitsch, plus ancien que celui de Waldeck. Nous sommes avant 1297 en territoire lorrain, et l'église sépulcrale de Sturzelbronn où se font enterrer les ducs de Lorraine. Ok, alors tu en as parlé du château de Ramstein, du château de Bitsch. Il y a encore d'autres châteaux dans le secteur, n'est-ce pas? Effectivement, donc il y a pas loin d'ici le Rothenburg, le Helfenstein et le fameux château du Falkenstein. Donc dans un environnement très proche, mais qui se développe aussi en versant alsacien et palatinat, un ensemble de châteaux qui se font face. Tous ces châteaux pourraient sans doute faire l'objet d'un quiz, et justement, on va rejoindre Sandrine tout de suite. Hop là, c'est l'heure de jouer et je me trouve aujourd'hui sur la place du marché de Sarreguemines en compagnie de Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour. Alors, je vais vous poser 2 petites questions qui concernent l'arrondissement du territoire. En fait, c'est des questions qui sont tirées du jeu du pays de Sarreguemines Beach. Oui. Je ne sais pas si vous y avez déjà joué. Ils sont disponibles dans les offices de touristes. Si jamais ça vous intéresse de tester votre culture générale sur le territoire, ce jeu est fait pour ça. Alors, j'ai tiré 2 petites questions. La première, ce sera une question illustrée. Donc, je vais vous montrer une photo et je vais vous poser une question qui va avec. Alors, la photo, la voici. À Sarreguemines, sur le site du Moulin de la Blise, près du musée des techniques faïencières, de quel label bénéficient ces jardins? Alors, c'est le jardin de la faïencerie, mais il a été labellisé jardin remarqué, jardin remarquable ou jardin de caractère, à votre avis? Jardin remarqué. Remarqué? Ouais. C'est remarquable. Ouais, j'ai un peu mal à le prononcer. Hein. Jardin remarquable, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est des jardins qui ont été récompensés parce qu'ils sont exceptionnels et très très beaux à aller voir. Donc si jamais vous voulez les voir, n'hésitez pas. Et j'ai une deuxième question. D'après vous, quel est l'ingrédient phare du Käsekour? Est-ce que vous savez ce qu'est le Käsekour? Non. Non. Exactement. Ah mince. C'est une tarte au fromage. Et en fait, du coup, l'ingrédient phare, c'est le fromage blanc.
Vous en avez jamais mangé? Si, bah, ça fait longtemps. Il n'y a pas de souci. Bah, c'est très très bon et c'est vrai que c'est une recette qui est assez typique de notre secteur. Et du coup, voilà, la tarte au fromage, pour tous les fans, je sais qu'on se reconnaît. Et j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous vous êtes déjà promené dans l'arrondissement? Et puis, quels sont les sites ou les choses à voir que vous préférez faire sur notre secteur? Bah, voir du monde et voir la nature et un peu de tout. C'est vrai qu'on a de quoi faire ici sur le secteur. Et puis là, vous profitez du marché pour ça, du coup, aujourd'hui? Bah, moi, plutôt la passion, c'est la pêche. Ah oui? Ah bah, on a pas mal d'étangs de pêche aussi sur notre, sur notre parce secteur. que j'adore ça. C'est mon hobby et mon vélo. C'est vrai? Ah bah, super. Et ben, j'invite tous les fans de pêche aussi à aller profiter des étangs parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup chez nous. Et ben, super. Merci beaucoup d'avoir participé. Bah, je vous souhaite bon après-midi. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et vous aussi derrière votre écran. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Alors de quand date ce château et par qui a-t-il été construit? Donc on n'a pas de date exacte, mais on peut penser qu'il a été construit par le duc de Lorraine, Ferry III, avant 1297. 1297, la seigneurie de Bitche passe sous domination par échange au comte de Deux-Ponts. Et par qui a-t-il été occupé alors au fil des années? Donc on passe sous la seigneurie de le comte de Deux-Ponts-Bitche qui va se partager le château avec les Lichtenberg. Après, on a une première mention sous domination des Kirkel, de la famille Kirkel, des nobles Kirkel. Et on connaît bien ce personnage de Conrad de Kirkel, puisqu'il a emprisonné sur ce site l'évêque de Strasbourg. Est-ce que tu peux me parler de cette histoire justement? Donc nous sommes en septembre 1337 et il y a une opposition entre deux camps sur l'investiture du nouvel évêque de Strasbourg. Conrad de Kirkel a choisi son camp, il s'empare de l'évêque de Strasbourg, le conduit ici et l'emprisonne pendant 16 semaines avant résolution de l'affaire. Alors pourquoi ce château est-il dans cet état maintenant? Au fil des siècles, les familles Lichtenberg, comtes de Zweibrücken-Bitche, se partagent le château. On voit bien d'ailleurs les trois parties. Et donc les Deux-Ponts-Bitche, le comte Jacques, 1570, il décède. Ça reste dans la famille Deux-Ponts-Bitche à Hanau. Et pendant la guerre de 30 ans, il sera complètement arasé. Et pourquoi a-t-il été rasé, alors à quel titre? Donc c'est une position défensive et pendant la guerre de 30 ans, les Français ne souhaitaient pas que ce château puisse être réutilisé, si bien qu'il soit complètement arasé. D'ailleurs, ce n'était pas le seul dans ce cas-là, mais il faut ne pas oublier qu'au XIXe siècle, et même par la suite, les pierres de grès seront utilisés par les villageois des alentours pour leur construction. Ok. Bon, je te propose maintenant de nous replonger dans la Lorraine de 1905. Un ouvrage réunit des photos de cette époque et dévoile la région telle qu'elle était alors. Certains châteaux y sont également représentés, à découvrir à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Regardez. Trouvé presque par hasard chez un bouquiniste messin, ce livre est un témoin de son temps. Sarreguemines, Forbach ou Bitche, les monuments et châteaux de la région sont immortalisés tels qu'ils étaient en 1905. Comment la ville de Metz a été transformée en ce début de XXe siècle, les photos nous offrent des perspectives oubliées. Les dernières traces moyenâgeuses au pied de la cathédrale Saint-Étienne, les grands travaux quartier-gare ou les fouilles archéologiques des arènes que le Kaiser en personne avait visitées. C'est un ouvrage de mémoire où chaque page est une découverte. Si vous l'ouvrez, prenez garde, vous risquez de ne pas pouvoir le refermer. Alors malheureusement aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'une tour de ce château du Waldeck. Est-ce que tu peux me faire une petite visite guidée? Donc, dans un premier temps, nous sommes sans doute dans une maison d'habitation ici, assez réduite, qui nous ouvre vers la porte médiévale d'entrée de la tour,
on aperçoit encore les fondements d'un balconnet et cette belle fenêtre croisée d'ogives qui nous prouve ainsi que la tour était habitée. D'accord, bon malheureusement maintenant il n'y a plus d'escalier, on ne peut pas monter tout en haut de la tour. Il n'est plus possible de monter tout en haut de la tour, effectivement. Nous sommes à présent à l'une des extrémités du château, donc à travers le chemin d'accès, sur cette barrière rocheuse très longue, divisée en plusieurs parties, par lesquelles on accède grâce à ce système de marche. Et on ne s'imagine peut-être pas suffisamment le travail des ouvriers, des artisans pour creuser la roche, parfois sur un demi-mètre, et ensuite creuser à nouveau sur le site, comme on le voit ici, pour établir une maison d'habitation ou une autre pièce. Oui, en plus ils n'avaient pas les mêmes outils que maintenant nous disposons. Et donc toutes les marches aussi, elles ont été taillées directement dans la roche. Effectivement, avant même d'accéder à l'étage supérieur du château, il y a déjà des pièces. On voit une première pièce, un produit réduit, on peut dire ça, creusé à nouveau dans la roche, avec l'intérêt qu'on trouve ici, c'est notamment cette petite niche. Qui servait à quoi alors cette niche? Donc c'est peut-être une lampe ou un objet religieux. Ok. Et donc ce réduit, c'était quoi? C'était un espace de stockage ou Ça peut être soit un espace de stockage, soit un dépôt d'armes ou un lieu de repos. Okay. Celui-ci est assez grand, bien plus grand que celui qu'on va voir prochainement. Et l'encadrement en métal qu'il y a autour, je suppose que ce n'est pas d'époque. Oui, ce n'est pas d'époque. En fait, c'est simplement pour consolider la roche, pour éviter tout risque d'effondrement. Ici, nous sommes à la moitié de l'ensemble du château et on peut voir deux beaux pans de murs encore sur place sur 2 étages. Alors avec un encadrement de fenêtres, c'est ça? Tout à fait. Donc ça c'est le 2e étage qu'on voit ici. Oui. Alors ici c'est très broussailleux, mais en dessous tu m'as dit qu'il se cachait quelque chose. Oui, effectivement, donc la végétation cache 2 cuves dont la fonction n'est pas définie exactement. Donc sans doute que des spécialistes comme Nicolas Mingus ou Eric Streif, le vice-président de la Chale du Pays de Bitche, pourraient nous donner des informations, mais c'est toujours à l'étude. C'est toujours hypothétique alors. Voilà, mais on retrouve ces cuves dans d'autres châteaux. Okay. Voilà, il y a des études en cours qui essaient de déterminer leur emploi. Alors à ces heures de gloire, comment était le château? Est-ce qu'on peut se l'imaginer un petit peu? Alors Christophe Carmona a procédé à une reconstitution que voici. Donc on voit que le château était quand même imposant. Ah oui, donc ça s'étend vraiment sur l'ensemble du rocher. On retrouve bien les 3 parties. Oui. Et on retrouve par contre ici, je ne sais pas si l'idée est exacte, d'un pont reliant les 2 dernières extrémités. Donc ce qu'on voit là, oui. Et la partie où nous sommes ici. Voilà, peut-être, mais donc ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un escalier en bas pour pouvoir y accéder. Et là, je vois, c'est un pont-levis. Oui, c'est un pont-levis tout en bas du château, entouré d'une palissade, puisqu'il y avait souvent une basse-cour en bas, et puis le pont-levis permettant de contrôler les arrivées sur le château. Ce château qui est un symbole encore aujourd'hui au Pays de Bitche. Il y a eu de nombreuses gravures, à part la reconstitution de Christophe Carmona, comme on le voit ici au XIXe siècle, où on a encore la tour telle qu'on peut l'observer. Des centaines d'années. Exactement. J'ai moi-même encore une peinture du début du siècle dernier d'une grande artiste. D'accord. Bon, moi, le Moyen-Âge, ça m'évoque de grands banquets. J'imagine des seigneurs chassant dans la forêt environnante avant de déguster sanglier et perdrix. Est-ce que j'ai beaucoup trop d'imagination ou on peut s'imaginer que c'est ce qui se passait ici? Naturellement, ça existait ici. Les seigneurs ne résidaient sans doute pas tout le temps ici. Ils avaient d'autres châteaux ou maisons bourgeoises dans les grandes villes, mais ils ont demeuré ici, suivis de leur cour, entre guillemets. Mais la particularité aussi de ces châteaux, c'est qu'il y avait les chevaliers brigands. C'est-à-dire qu'au milieu du Moyen-Âge, juste avant la Renaissance, il y avait ces chevaliers qui, plutôt que de protéger la population et les voyageurs, les rançonnaient. D'accord, ok, ils les volaient. C'était les Robin des Bois, mais dans l'autre sens alors.
Effectivement, bon, c'était courant parce qu'il y avait un délitement sans doute du pouvoir ducal et des comtes de Palm Beach, si bien qu'ils ont pris une certaine autonomie, indépendance, et donc il y a toute cette spécificité liée à nos châteaux des Vosges du Nord, mais aussi beaucoup de légendes. Alors je te parlais de sanglier juste avant, on va découvrir ce qu'on nous propose en cuisine tout de suite. Hello hello! Aujourd'hui on va se retrouver pour un gâteau d'automne aux pommes, aux noix et au chocolat. Pour cette recette, il vous faudra 250 g de farine et un sachet de levure chimique, 180 g de sucre, 50 g de chocolat, 3 pommes que j'ai fait macérer dans 3 cuillères à soupe de rhum, un petit verre d'huile, un sachet de sucre vanillé, 4 œufs et 50 g de noix. Pour commencer, on va mélanger le sucre vanillé et les œufs. C'est parti! Maintenant, on va pouvoir ajouter la farine. En 2 fois, c'est plus simple. On commence à rajouter l'huile. J'ai versé toute l'huile dedans et on mélange. On va rajouter les pommes. On rajoute les noix, le chocolat et on mélange. On va pouvoir mettre la pâte dans le moule. Alors n'oubliez pas chez vous à la maison de le beurrer et de le fariner si vous n'avez pas un moule en flexipan comme moi. C'est parti! Et hop là, ça part au four 45 minutes à 190 degrés. Bon voilà, je crois que mon goûter il est prêt. Puis je vais me faire un petit cappuccino et aller regarder un film de Noël. Autour de chaque édifice ancien circulent des légendes. Quelle est celle du château de Waldeck? Il y a plusieurs légendes sur le château de Waldeck, mais on a une que j'ai retenue. Donc nous sommes au Moyen-Âge et il y a le chevalier des lieux, le seigneur du château de Waldeck, qui avait promis d'aller en croisade. Mais il se trouve qu'il tombe amoureux d'une jeune paysanne montée sur un beau cheval. Aujourd'hui, ce serait une journaliste sur un beau vélo. Pour essayer de reconstitution d'époque. Et donc, à partir de là, il ne va pas à la croisade. Au contraire, il veut donner une grande fête aux habitants du secteur avec des mets précieux comme des perdrix. Des perdrix, oui. En abondance, en festoie. C'est vraiment, parbleu, une fête des plus belles qu'on a données sur les secteurs. Quand apparaît un homme en noir, on pense que c'est le diable, qui dit « Ah, c'est la plus belle croisade qu'il m'est permis de voir. À l'instant, je vais vous apprendre à nager jusqu'aux rives de l'enfer. » Et à ce moment-là, un grand rocher tombe du château à l'emplacement de l'étang du Waldeck où se tenait la fête et l'eau commence à monter et l'ensemble des gens fuient pour éviter la noyade. Et c'est comme ça qu'est né l'étang du Waldeck. Exactement, bien que la vérité m'oblige à dire que ce sont les moines de Sturzelbrunn qui ont une autorisation des seigneurs de Waldeck pour établir un étang à poissons. D'accord, c'est moins joli comme histoire ça.
certainement. Alors toi, je sais que tu travailles à Paris, tu habites à proximité, mais tu es originaire du Pays de Bitche. Oui. De quelle commune exactement? Rohrbach-les-Bitches. Ok. Alors, est-ce que tu parles le Platt? En partie. Est-ce que tu as une expression Disons, ich bin Pariser jetzt. Ah, mince. Bon, ben, je vais te faire découvrir tout de suite une expression en Platt. Est-ce que vous arrivez à lire ça à haute voix? Al will si alt ver awir kiner will alt sin. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire en français? Pas du tout. Non, ça me dit rien. Peut-être si je veux un verre, la première phrase. Et la fin, non, je sais pas. Wow, mais ça c'est en allemand ça. C'est en Platt. Platt? Essayez voir. Oh, al will si alt wäre, awir kiner will alt sin. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire en français? Non. Alors pas du tout. Hein. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire? Ah non, je parle ni le patois ni l'allemand. Hein. Alf alt wäre, wow, awir kiner. Alle will es alt wäre, aber keiner wird alt sein. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que tout le monde veut devenir vieux, mais personne ne veut être vieux. Exactement. Bravo. Bah oui, hein. Sarreguemines, hein. Ça c'est pas mal. Hein? Non, ça c'est... Ah, ça veut dire ça? Ah ben ça c'est bien. All will es alt wäre, aber keiner will alt sein. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? Tout le monde veut devenir vieux, mais ne veut pas vieillir. J'enseigne le Platt quand même. Merci beaucoup. Aber das ist richtig. Ich will auch nicht alt werden und bin schon alt. J'ai lu que le château avait fait l'objet d'une restauration en 1900 par le club vosgien, ça remonte déjà. Est-ce que depuis il y a eu d'autres choses qui ont été faites? Effectivement, puisque entre 1999 et de souvenir 2012, le château était interdit à la visite. Donc il a fallu attendre 2013 et un investissement considérable de sécurisation via des marches, via des belles rambardes, hein, des belles rambardes de protection pour une somme d'environ 1 demi-million d'euros. Ah oui, donc c'est un sacré investissement. C'est un sacré investissement, mais qui permet la visite, notamment des touristes présents à l'étang de Hanau, de venir voir ce château qui est monument historique depuis 1930 quand même. Ok, d'accord. Et bon, après, c'est quand même assez rude hein, pour monter, donc il faut quand même être un minimum en forme physiquement. Hein. Effectivement, tous les châteaux en général sont construits au-dessus des rochers, en hauteur, hein, dans des positions défensives, donc ça grimpe un peu. Alors en parlant de club vosgien, il a de très belles randonnées dans le secteur, notamment une, c'est le sentier de l'excellence autour des châteaux du Waldeck et de Falkelsheim. Tu les as déjà fait toi? Oui, effectivement, parce que les châteaux sont accessibles sur quelques kilomètres, donc on peut les faire en une journée. Mais après, pour ceux qui désirent aller plus loin, il y a ce fameux GR hein, qui passe ici et qui va jusqu'en Alsace. Bon, nous, tout de suite, là, on ne va pas y aller. Mais c'est grâce à des associations comme la Châle et le Club Vosgien que notre patrimoine local est préservé. Merci à vous et puis merci à eux. Découvrons maintenant une autre association du secteur. C'est un des plus vieux clubs sarregueminois et un des plus vieux clubs de lutte en France. Un peu plus de 250 membres font partie aujourd'hui du club de lutte de Sarreguemines. L'entraînement se déroule tous les soirs, un sport de combat accessible à tous. Éric Cirque est entraîneur au club depuis plus de 30 ans. C'est un sport de combat, un sport noble, justement, où avant tout, c'est l'esprit vraiment de convivialité, l'esprit d'entraide. Le club dispose d'une école pour les tout jeunes, 70 enfants y sont inscrits, une première étape pour les faire entrer dans le monde de la lutte. C'est hyper important que les enfants, quand ils arrivent,
on s'amuse. Le jeu, par le jeu, j'arrive à vraiment les faire progresser et les mettre à l'aise. Une fois que les enfants sont vraiment heureux et qu'ils aient la motivation, tout va tout seul. Pour l'entraînement des plus âgés, la séance se concentre sur un travail technique et de perfectionnement. Le club dans son histoire a un palmarès sportif international et national riche, avec des lutteurs qui se démarquent aux Jeux Olympiques, aux Championnats d'Europe et du monde. Le club est aussi 8 fois champion de France par équipe. C'est familial avant tout, c'est hyper important parce qu'on y tient. Et de l'autre côté, c'est un esprit aussi compétiteur. Comme on a une élite et ça donne vraiment envie à toute cette jeunesse d'arriver au plus haut niveau. Voilà, moi, de voir le sourire de ces jeunes, de pouvoir leur transmettre, c'est mon plus grand bonheur. Et c'est de voir la réussite de ces enfants, que ce soit au niveau sportif comme scolaire ou dans la vie de tous les jours. Pour la licence, elle varie de 70 € à 90 € en fonction de l'âge. Le club espère gagner un 9e titre au championnat de France de cette année. Alors on arrive déjà malheureusement au terme de notre visite. Merci Joël d'avoir été mon guide. On le rappelle juste, on est sur la commune d'Egelsart. Effectivement. Je vais te laisser le mot de la fin. Avec plaisir, puisque donc, on a visité, comme je l'ai dit précédemment, le château de Waldeck, un symbole. Nos châteaux, il faut les préserver, mais aussi les entretenir. Et en plus, conserver notre patrimoine, mais aussi vernaculaire, notre petit patrimoine. C'est bien d'avoir des sites touristiques à visiter, c'est indispensable, mais il ne faut pas oublier notre patrimoine des villages. Et avec toi, on ne risque pas de l'oublier. Et je pense même qu'on va se retrouver dans une prochaine émission. À bientôt. À bientôt. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et hop là!